Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui va à volo. Il y a des problèmes de changement climatique, des problèmes d'inflation. Les relations amoureuses et la dynamique des genres sont un désastre. Il y a des guerres et d'autres choses qui se passent. Le monde est un désastre absolu. En tant qu'êtres humains, lorsque nous sommes confrontés à un désordre absolu, nous faisons des choses particulières. Et il s'avère que les choses que nous faisons lorsque nous sommes confrontés à des problèmes créent en fait plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. Prenons un exemple simple. J'ai un examen final à la fin de la semaine et je suis terrifié à l'idée de ne pas réussir. Alors que fais-je pour résoudre ce problème? Je passe beaucoup de temps à jouer à des jeux vidéo ou à regarder des séries, voire à me saouler. C'est donc la façon dont j'essaie de résoudre mes problèmes qui en crée d'autres. L'expérience la plus courante que j'entends de la part des gens aujourd'hui est que, malgré le fait qu'ils nagent très fort, tout le monde se noie. Bien que vous essayiez de rester à flot, plus vous semblez travailler dur, plus les choses empirent. Et ce qui finit par se produire, c'est que les gens se sentent incroyablement épuisés. Aujourd'hui, nous allons donc voir comment réévaluer complètement ce cycle et, paradoxalement, en faire moins, mais de la bonne manière. Cette idée est issue d'une recherche très intéressante sur les mécanismes d'adaptation. Les mécanismes d'adaptation sont des choses que nous faisons lorsque quelque chose ne va pas. Ainsi, lorsque j'ai un problème, la façon dont je gère ce problème est la façon dont je fais face à la situation. Et récemment, ce que j'ai entendu, surtout dans le domaine de la psychiatrie et de la thérapie, et même simplement sur Internet, c'est que tout le monde se dit « Améliore tes mécanismes d'adaptation, mec. Il faut que je puisse faire face. J'ai besoin de mon copium. » Tout le monde doit méditer, faire de l'exercice et passer du temps dans la nature. Ce sont là des mécanismes d'adaptation sains. Ce qu'il faut faire, c'est se débarrasser des mécanismes d'adaptation malsains. Je dois méditer au lieu de regarder du porno et de me branler. Ce n'est pas si facile, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons vous enseigner une meilleure façon de faire face à vos problèmes, en faisant moins, car c'est en fait le mécanisme d'adaptation le plus puissant. Je sais que ça paraît fou, mais écoutez-moi. Commençons par la pire forme d'adaptation, celle qui est centrée sur les émotions. L'adaptation centrée sur l'émotion consiste à créer un changement interne lorsque quelque chose va mal à l'extérieur. Par exemple, si j'ai un examen à passer et que j'ai peur, je ne vais pas chercher à résoudre le problème à l'extérieur, mais plutôt à gérer mon état émotionnel interne. Des études en psychologie, en psychiatrie et sur les mécanismes d'adaptation, notamment en cas de traumatisme, nous ont appris que les pires mécanismes d'adaptation sont ceux qui sont axés sur les émotions. Les mécanismes d'adaptation axés sur les émotions conduisent en fait à de mauvais résultats à long terme. Concrètement, cela signifie que si je résous mes problèmes, ou si je traite mes problèmes de la même manière, parce que je ne les résous pas vraiment, ou si je modifie mon état émotionnel interne, cela ne résoudra aucun problème et conduira à des problèmes encore plus graves par la suite. Retournons à notre exemple. Disons que j'ai un examen à réviser ou que je suis censé réviser et qu'au lieu de cela, je me sens incroyablement anxieux et j'ai peur de ne pas réussir cet examen. Et qu'est-ce que je fais avec toute cette peur et cette anxiété? Je me tourne vers quelque chose comme les jeux vidéo, la pornographie, l'alcool, la marijuana ou autre pour gérer mon état émotionnel interne. Il existe d'autres exemples de ce type. Supposons que vous soyez dans une relation avec quelqu'un qui est très dépendant de votre soutien émotionnel. Ou peut-être que c'est vous qui avez besoin d'un soutien émotionnel, et qu'à chaque fois que vous ressentez des émotions négatives, votre but est de faire disparaître ces émotions négatives. C'est un énorme problème de nos jours, surtout avec des choses comme les avertissements de déclenchement. Alors qu'est-ce qui se passe avec un trigger warning? C'est que vous dites quelque chose qui me fait ressentir quelque chose de particulier. Il ne s'agit pas de parler de discours haineux ou autre, mais vous dites quelque chose comme « Oh mon Dieu !» Vous parliez de faire de l'exercice et cela déclenche mon traumatisme à propos de la dernière fois que je suis allé à la salle de sport. Alors, dans cette situation, que fait cette personne? Elle dit que vous devriez arrêter de faire ce que vous faites pour essayer de contrôler mon état émotionnel interne. Le pire problème ici est que nous abandonnons le pouvoir de notre état émotionnel interne à d'autres personnes. Mais en fin de compte, toutes ces méthodes sont des méthodes d'adaptation centrées sur les émotions, dont l'objectif est de résoudre les émotions causées par les problèmes. Alors, que se passe-t-il lorsque nous recourons à l'adaptation centrée sur les émotions? Dans le meilleur des cas, rien ne change, n'est-ce pas? Je gère mes émotions, mais je ne résous pas les problèmes qui les ont créés. Dans le pire des cas, lorsque je m'engage dans une adaptation centrée sur les émotions, cela me nuit lorsque j'essaie de résoudre mes problèmes. J'ai encore plus la gueule de bois.
Cela fait une semaine que je n'ai pas étudié et j'ai oublié quelque chose. Donc même si j'ai pris 7 jours de retard, j'oublie quelque chose chaque jour. Ce que nous savons de la science de l'adaptation centrée sur les émotions, c'est que les personnes qui s'y fient ont tendance à avoir de mauvais résultats. Donc, si nous ne voulons pas recourir à l'adaptation centrée sur les émotions, quelle est l'autre option? Nous passons maintenant au copium standard. Dans le copium standard, l'exemple le plus courant est celui de la résolution de problèmes. Comme nous l'avons déjà dit, j'ai 2 façons de résoudre mes problèmes. La première est d'essayer de gérer mes émotions et de ne pas m'attaquer aux problèmes. Et la seconde est de m'attaquer aux problèmes. Et ce qui est génial, c'est que lorsque nous nous concentrons sur la résolution de problèmes en tant que mécanisme d'adaptation, les données montrent que nous avons tendance à mieux réussir. Il n'est donc pas surprenant que les personnes qui résolvent leurs problèmes aient tendance à mieux réussir dans la vie. Je suis donc en train de vous dire, allez résoudre vos problèmes et réglez-les. Et c'est là que nous rencontrons un problème très important avec la résolution de problèmes. Et si vous écoutez cette vidéo en ce moment, vous l'avez déjà compris, c'est que vous ne pouvez pas résoudre tous vos problèmes, n'est-ce pas? Parce que, le monde va en enfer. Tout est foutu, le changement climatique et l'inflation. Toutes les autres conneries que j'ai dit. Je n'ai pas pu sortir avec quelqu'un depuis 2 ans, je n'ai jamais eu de petit ami, tous les hommes avec qui je sors sont toxiques, et toutes ces sortes de problèmes existent, et ce sont des problèmes insolubles. Et alors, que faisons-nous? Nous décidons d'abandonner. C'est l'autre problème de la résolution de problèmes. Si l'esprit ne voit pas clairement la voie à suivre pour résoudre le problème, nous allons abandonner. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Car il s'avère qu'essayer de résoudre des problèmes insolubles est l'une des choses les plus utiles que l'on puisse faire. Cela peut paraître insensé, mais écoutez-moi. Lorsque j'étais interne, j'ai eu un patient atteint d'un cancer du foie métastatique de stade 4. Cela signifie qu'il avait un cancer du foie qui s'était propagé dans tout son corps. Cette personne allait donc mourir et sa famille venait tous les jours et paniquait. Nous expliquions en quelque sorte à cette personne et à sa famille le diagnostic. Il vous reste peut-être 1 mois à vivre. C'est l'un de ces mauvais scénarios. Et la famille se disait, il pense qu'il a un cancer du foie, donc le foie est ici. Puis il appuie sur l'estomac, il se métastase, donc tout est dans l'abdomen, dans les intestins et l'estomac, etc. Alors que fait-il? Il ne mange pas, la famille se met alors dans tous ces états. Ils se disent « Oh mon Dieu, il faut qu'il garde ses forces, il ne mange rien, il faut le faire manger. Nous essayons de le faire manger, il faut qu'il mange, il faut qu'il garde ses forces. » Je suis assis à l'arrière et je me dis « Mon frère, de quoi parlez-vous? Sa force ne va pas faire la différence. Le gars est comme en phase terminale d'un cancer. » C'était à l'époque où j'étais interne. C'était avant que je ne devienne psychiatre et j'ai réalisé, je ne l'avais pas réalisé à l'époque, que nous passions à côté de quelque chose de très, très important. À savoir que lorsque nous essayons de résoudre un problème, il y a en fait 2 mécanismes qui entrent en jeu. Le premier est que nous essayons de résoudre le problème et que si nous parvenons à régler nos circonstances extérieures, nous irons mieux, n'est-ce pas? Notre vie s'améliorera objectivement parce que nous aurons résolu quelque chose. Mais il y a un deuxième aspect de la résolution de problèmes qui est incroyablement important et qui n'a rien à voir avec le fait que le problème soit résolu ou non, et c'est l'aspect mental de la résolution de problèmes. Dans le cas de cette famille, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, et ce qui est intéressant, c'est que tout ce qu'ils peuvent faire, même si cela n'a aucune importance à long terme, change leur psychologie. Ainsi, face à des problèmes insolubles, 2 options s'offrent à nous. La première est d'essayer de faire quelque chose de futile, mais au moins nous lui donnons, vous savez, nous essayons quelque chose. Nous lui donnons un peu d'effort que nous avons, ou bien nous pouvons abandonner. Et c'est là le plus beau, lorsqu'il s'agit de résultats à long terme, et de personnes qui utilisent des mécanismes d'adaptation, il y a une grande différence. Les personnes qui essaient s'en sortent beaucoup mieux que celles qui abandonnent. L'autre chose vraiment bizarre, c'est que souvent, lorsque nous abandonnons, un biais cognitif entre en jeu, et notre esprit nous dit qu'il ne sert à rien d'essayer parce que nous sommes condamnés à l'échec. Mais ce n'est pas objectivement correct, surtout si vous regardez quelque chose comme les rencontres amoureuses ou autres. Il y a tellement de gens à qui j'ai parlé qui m'ont dit « Oui, c'est objectivement sans espoir. Tout est un gâchis. Regardez toutes les preuves que j'ai sur Internet, et les gens qui parlent sur Internet et les gens qui publient des choses sur des shorts et Twitter ou X, ou ce qu'on appelle aujourd'hui. Et regardez toutes ces preuves,
Et j'ai ma propre expérience en essayant d'aller à des rendez-vous 3 ou 4 fois et tout le monde dit « c'est vrai ?» Parce que n'oublions pas qu'Internet est une recherche scientifique. Les deux sont absolument interchangeables. Lorsque nous sommes confrontés à cette situation, nous avons tendance à abandonner. Je sais que cela peut paraître fou, mais même face à des problèmes insolubles, je vous encourage vivement à tenter votre chance et à ne pas vous inquiéter de ce que votre esprit vous dit. Cela ne marchera jamais. Ce n'est pas ce que nous cherchons à faire lorsque nous essayons de résoudre un problème insoluble. L'objectif n'est pas de résoudre le problème, mais il y a de fortes chances que vous ayez un impact quelconque. L'objectif est de ne pas abandonner mentalement. Il s'agit de comprendre mentalement que si l'on peut fournir un effort, même s'il est futile, cela change l'équation de l'épuisement mental dans notre esprit. C'est en quelque sorte ce qu'est le copium. Nous voulons absolument essayer de résoudre nos problèmes, mais même face à des problèmes insolubles, vous devriez quand même essayer parce que les êtres humains, en fin de compte, quand ils font quelque chose, ils ont l'impression d'avoir fait quelque chose de bien. Ainsi les gens diront « j'ai prié Dieu, et parce que j'ai prié Dieu, ma vie a été sauvée. » Et je n'essaie pas de faire l'apologie de la prière ou de dire que Dieu existe ou quoi que ce soit de ce genre. Je souligne simplement que la psychologie de l'action fait que les gens se sentent un peu plus responsables et s'attribuent un peu plus de mérite si les choses évoluent dans le bon sens. Nous voulons donc absolument tenter notre chance. Nous passons ensuite à l'échelon supérieur des mécanismes d'adaptation que j'appellerais l'espoir. C'est super cool parce que le niveau supérieur des mécanismes d'adaptation qui mènent aux meilleurs résultats dans la vie implique en fait de ne rien faire du tout. Cette catégorie de mécanismes d'adaptation s'appelle le recadrage cognitif. Le recadrage cognitif consiste littéralement à changer sa façon de voir les choses. Je sais que cela peut paraître insensé, mais j'ai travaillé avec beaucoup de joueurs dégénérés et beaucoup de gens qui ont réussi, comme des PDG, des streamers, etc. Ce qui est vraiment bizarre, c'est que je ne pense pas qu'il y ait une grande différence entre ces deux groupes de personnes. Dans ma vie, la grande différence, c'est que j'étais la même personne il y a 15 ans qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a vraiment changé? Mon QI n'a pas changé. Ce n'est pas comme si ma conscience professionnelle avait augmenté comme par magie. Ce qui a changé, c'est ma façon de voir les choses, ce qui, techniquement, revient à ne rien faire. Le recadrage cognitif est donc l'un des outils les plus importants que vous puissiez exploiter. Comprenons un peu mieux, d'accord? Prenons deux personnes différentes qui vivent le même scénario. Disons qu'elles vivent une rupture. Nous avons réalisé des études scientifiques sur la façon dont les gens réagissent aux ruptures. Ce que nous avons découvert, c'est que la façon dont ils pensent détermine leurs résultats au fil du temps. Si je romps avec quelqu'un, je peux me dire « Oh mon Dieu, je ne suis pas aimable et je serai seul pour le reste de ma vie. Et cette personne s'en sortira beaucoup mieux sans moi, et il n'y a pas d'espoir pour moi. » D'un autre côté, nous avons des personnes qui sont douées pour le recadrage cognitif. Ces personnes prennent littéralement leurs pensées initiales et essaient de les orienter dans une direction différente. Et vous pouvez même reconnaître la négativité. « Waouh, je me suis fait larguer. Cela signifie que je ne suis vraiment pas dans une bonne situation en ce moment. J'ai vraiment beaucoup de travail à faire si je veux devenir une personne saine qui peut s'engager dans une relation saine. Même si cette relation s'est effondrée, j'ai au moins appris beaucoup de choses et je serai mieux préparé à m'engager dans de futures relations. » Voilà ce qu'est littéralement le recadrage cognitif. Et c'est ce que nous faisons en psychothérapie. Nous prenons les pensées par défaut des gens et nous essayons de les aider à les recadrer vers des pensées plus utiles. Il ne suffit donc pas que je vous dise « Hé, commencez à penser différemment, mec. » Il y a donc un processus particulier que je vais vous expliquer, comme un rapide résumé de la façon de recadrer cognitivement. La première chose à faire pour recadrer cognitivement est donc d'écrire ses pensées initiales, quelles qu'elles soient. Vous allez donc avoir toutes ces sortes de pensées négatives qui vous viennent à l'esprit, et vous allez les écrire, d'accord? Et ensuite, posez-vous cette sorte de technique d'Eigen, d'accord? Demandez-vous si vous étiez un être humain différent, si vous étiez un être humain plus résilient, si vous étiez un meilleur être humain, si vous étiez l'une de ces personnes qui sont douées pour la vie, d'accord? Au lieu de vous, que penserait-il de la situation? Et ce que vous allez découvrir, c'est qu'il y a une répulsion instinctive pour cette deuxième colonne. Au fur et à mesure que vous écrivez, votre esprit réagit naturellement en s'opposant à ce genre de choses. Mais c'est là que le bât blesse. Ce n'est pas parce que votre esprit réagit que c'est vrai. Ce qu'il faut donc faire, c'est remarquer cette troisième réaction, n'est-ce pas? Il s'agit du conflit entre la première et la deuxième colonne.
Comment vous sentez-vous lorsque vous essayez d'écrire la deuxième colonne et de noter ces choses? C'est absurde. Cela ne marche pas pour moi. Ça marche pour d'autres personnes, mais ça ne va pas s'appliquer à mon cas. Vous allez reconnaître tous ces types de pensées et les noter. Ensuite, prenez une grande respiration et demandez-vous, dans la deuxième colonne, laquelle est la colonne de l'espoir? Laquelle est la colonne du recadrage cognitif? Laquelle de ces choses? Parce que vous ne pouvez pas toutes les accepter. Mais y en a-t-il une seule que vous pouvez en quelque sorte accepter? Vous prenez donc ces 5 choses, en choisissant celle qui est la moins offensante, la moins incorrecte, vous l'encerclez et vous passez un peu de temps à y réfléchir. Ensuite, vous vous demandez pourquoi vous pouvez accepter ce point. Après l'avoir choisi, demandez-vous « Qu'est-ce qui fait que je peux l'accepter ?» En fin de compte, je sais que, techniquement, toute rupture que je vivrai me permettra d'apprendre quelque chose. J'aurai appris à mieux rompre. Je gère mes émotions. C'est comme si on me poussait à m'améliorer un peu dans tel ou tel domaine. Dès que vous commencez à faire cela, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous avez recadré votre cognition. Vous avez littéralement recablé vos neurones. Car ce que nous savons de la pensée, c'est qu'elle s'inscrit dans des schémas. Ainsi, chaque fois que vous voyez une chose particulière, votre esprit va évoquer les mêmes pensées. Dans mon cas, par exemple, je pensais à l'un de mes enfants qui n'aime pas la mayonnaise. La première question qu'elle pose à chaque fois qu'elle voit un sandwich, c'est « Y a-t-il de la mayo dessus ?» Chaque fois qu'il y a un sandwich, cela déclenche une réaction. Dans mon cas, c'est comme lorsque je mange quelque chose de sucré, je me dis « J'aime bien ça, ce n'est pas trop sucré, ce n'est pas trop sucré. » Vous avez peut-être remarqué que vous dites toujours la même chose ou que les gens que vous connaissez disent toujours la même chose. C'est parce que nos neurones ont été bien câblés de cette façon. Donc, si nous voulons commencer à penser différemment, ce que nous devons faire, c'est pousser ce bloc de pensée positive vers le haut de la colline. La première fois que nous le ferons, nous aurons l'impression d'être très encombrants. Ce qui est merveilleux, c'est que si vous vous engagez dans cette technique de recadrage cognitif encore et encore et encore, votre esprit commencera littéralement à changer, et les réponses naturelles que vous avez lorsque vous avez un revers seront un peu différentes. Vous serez en mesure de voir le bon côté des choses. Et une fois que vous êtes capable de voir le bon côté des choses, c'est le premier domino parce que maintenant vous n'êtes pas désespéré. Vous n'êtes pas épuisé. Vous n'abandonnez pas au premier revers. Et même si nous pensons à ces termes, quelle est la différence entre l'abandon et un revers? Il s'agit simplement de savoir si vous continuez ou non, n'est-ce pas? Un revers, qui est votre dernier revers, c'est lorsque vous abandonnez. Mais si vous n'abandonnez pas après un revers, celui-ci devient automatiquement un revers. La question que vous devez vous poser est donc la suivante. Que voulez-vous que votre vie soit? Voulez-vous être une personne qui abandonne ou qui a des revers? C'est la grande différence entre un joueur de la génération D et un PDG. L'un des deux abandonne et l'autre connaît des revers. Je sais que cela semble un peu fou, mais il s'avère qu'une grande partie de ce que nous faisons lorsque nous sommes confrontés à des problèmes crée en fait davantage de problèmes. C'est la raison pour laquelle ne rien faire est en fait tout ce qu'il y a de mieux à faire. Mais il y a différentes sortes de rien, et le rien le plus important que vous puissiez faire est le rien d'en haut. Ce qui est intéressant, c'est que si vous faites vraiment attention, la plupart d'entre vous, lorsque vous dites « je ne fais rien », vous ne faites pas rien en réalité. Vous faites quelque chose, n'est-ce pas? J'ai un examen à la fin de la semaine. Tu ne fais rien, littéralement? Non, tu commences à faire des conneries. Tu commences à faire des conneries stupides, c'est ça? Vous commencez à regarder la télévision ou vous êtes sur YouTube en ce moment même pour remettre à plus tard le travail que vous êtes en train de faire en regardant cette vidéo. Il ne s'agit pas de ne rien faire. Vous faites quelque chose. Vous me regardez en ce moment même. Et c'est ce qui est fou. C'est que nous avons découvert que les personnes qui se concentrent sur quelque chose qui les fait se sentir mieux, qui se morfondent ou qui se concentrent sur les émotions, ou même sur la résolution de problèmes, ne sont pas aussi Chad ou Stacy que les personnes qui en font un peu moins ou beaucoup moins, mais qui le font d'une manière très particulière, qui est le recadrage cognitif et qui n'abandonne pas. C'est normalement la partie de la vidéo où je dirais « Maintenant, sortez et faites quelque chose ». Mais en fait, vous devriez peut-être ne rien faire. Merci d'être resté ici. N'hésite pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire. Et je te revois là-bas.